Nous sommes maintenant dans Regard croisé. On va faire le tour de 4 pays. Ce soir, on ira en Libye, évoquer la situation dans le pays. Et le Parlement, donc, qui est basé dans l'Est, s'est installé à Benghazi. Nous évoquerons l'Algérie. Après, les magistrats, les maires, des maires refusent d'organiser la présidentielle. Le Soudan, où le mouvement de contestation veut un gouvernement civil immédiat. Et puis, le Togo, on fera bien sûr le bilan des manifestations du Parti national panafricain du samedi dernier. Pour commencer donc sur le plateau avec moi, Chris Sega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris Sega. Bonsoir mon cher Linawi, bonsoir mon confrère et puis bonsoir aux téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Le confrère, c'est Jean-Luc Assia-Collet, directeur de publication de la Web TV e-Visage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon aîné et à Chris et aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York. J'avoue que votre retour doit satisfaire quelqu'un qui me disait la dernière fois que ça fait longtemps qu'il ne vous a plus vu. Ah oui. Et qu'il voudrait que je négocie un plateau avec lui parce qu'il a envie de se chamailler. Ah oui, je sais de qui il s'agit. D'accord, on va tout de suite en Libye pour commencer. Le Parlement libyen basé à Tobrouk, dans l'est du pays, depuis son élection en 2014, s'est installé à Benghazi le samedi dernier, autre ville orientale du pays, où il a tenu une session selon donc des journalistes qui ont assisté à cette session à l'époque. Dès son élection, cette assemblée avait dû se réfugier dans l'est du pays, tenue d'une main de fer par le maréchal Khalifa Haftar, après qu'une coalition de milices Fajr Libya s'est emparée de la capitale Tripoli. À l'image du pays, les députés sont divisés entre les pro-Haftar, comme le président de la Chambre des représentants Aguila Salah, et ceux qui lui sont hostiles et qui boycottent les travaux parlementaires. À l'ouverture de la session à Benghazi, M. Salah a salué l'offensive menée par le maréchal Haftar contre la capitale libyenne, contrôlée selon lui par les groupes terroristes et les hors-la-loi du pays. Chris Sega, voilà une Libye très déchirée, où même ce qui reste d'hommes politiques également semble être partagé entre les deux camps qui s'affrontent actuellement. Absolument, ça ne peut être qu'ainsi, parce que lorsque vous remontez à l'histoire même du désordre que connaît la Libye, c'est plusieurs tendances déjà qui étaient en présence, et ça ne nous étonne pas aujourd'hui que maintenant que le maréchal Haftar a pris les armes et que les divisions se creusent encore davantage. Mais qu'est-ce qu'il faut conclure? C'est que vous savez, il faut visiter un peu la géopolitique, même des forces étrangères qui ont de l'influence dans la région pour comprendre que le conflit qui sévit dans ce pays-là va durer encore un bon bout de temps. Mais ce qui se passe aujourd'hui est un peu prévisible parce que déjà 2014, c'est depuis 2014 d'ailleurs que ce maréchal-là qui a fait toutes les guerres, et qui était au Tchad, qui a été emprisonné, qui a été retourné par la CIA, qui est revenu en 2001, qui a dû repartir parce que les forces djihadistes disent qu'il c'est un homme des Américains, ils ne veulent pas composer avec lui, qui est revenu en 2014. Vous comprenez que dans cette situation-là, on craignait, puisqu'il menaçait, qu'il va marcher sur la Libye pour unifier le pays, parce que c'est ce qu'il donne comme raison, parce que le pays est partagé non seulement entre deux grands blocs, mais chaque bloc est subdivisé en petits sous-groupes tenus par des seigneurs de guerre, des djihadistes par là, des gens qui de l'autre côté, du côté du maréchal, non plus n'arrive pas vraiment à mettre la main sur la partie de la Syrie qu'il est en train de contrôler avec Benghazi en ce moment. Donc, mais on s'attendait à ce qu'aujourd'hui, il y ait ce remue-ménage et que quelqu'un se lève, fut-il ce général, ce maréchal-là, pour marcher sur la Tripoli, soutenu sans doute pas la France et pas certains pays arabes. On reviendra sur le sujet pour expliciter davantage. Alors, Jean-Luc, maintenant, le fait que le Parlement se soit déplacé à Benghazi, qui est une ville sous le contrôle de Haftar, ça veut dire que le Parlement a pris fait et cause pour Haftar? Oui, en fait, c'est un Parlement, il faut le reconnaître, qui est aussi divisé. Il y a certains qui sont pro-Haftar avec le président du Parlement,
et d'autres qui sont hostiles à Haftar. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas en tout cas un parlement unifié, un parlement qui a pris cause et fait pour Haftar. Bon, mais non, peut-être qu'il va essayer peut-être de contrôler aussi ce parlement-là. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, c'est un pays vraiment déchiré en lambeaux. Et moi, je ne parlerai même pas de parlement, parce qu'en réalité, c'est un parlement qui ne coiffe pas tout le pays. Ils sont juste à l'est, ils étaient à Tobrouk, maintenant ils sont arrivés à Benghazi. Et ils ne sont pas à Tripoli. S'ils étaient à Tripoli, là, je dirais peut-être que oui, c'est un parlement qui représente tout le pays. Aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. C'est un pays vraiment, je me demande si ce pays pourra être unifié et avoir un vrai parlement en bonne et due forme. Mais pour l'heure, franchement, prions pour ce pays. Alors, le déplacement même du Parlement à Benghazi, ça marque pour Haftar une certaine victoire, c'est ça? Bien sûr, parce que vous savez, le gouvernement déjà à l'époque, le Parlement à l'époque, en 2014, après l'élection, devrait en principe siéger à défaut de la capitale, aller directement à Benghazi. Mais c'est parce que à l'époque déjà il y avait des problèmes dans la région parce qu'il a fallu que le maréchal contrôle la situation dans tout le périmètre de la Cyrénaïque, c'est-à-dire Tobrouk et puis les deux grandes villes et Benghazi compris. Quand il s'installait, il n'avait pas encore le contrôle de Benghazi. Il a dû batailler pour arriver là-bas, c'est-à-dire il a dû faire la guerre pour s'installer donc dans cette ville-là. Et que maintenant qu'il a avancé un peu plus vers la Tripoli, vous savez qu'il a encore davantage un grand pan du pays sous son contrôle. Il peut maintenant installer ce parlement-là dans cette région-là sans qu'il y ait risque de déstabilisation. Je crois que c'est pour dire qu'il a les coudées franches au moins dans la partie qu'il contrôle pour installer davantage, plus confortablement ce parlement-là. Le déplacement voudrait dire d'abord que nous contrôlions une partie, maintenant nous contrôlons davantage de parties, et il faut que ce parlement-là se déplace vers la plus grande ville, et c'est une question d'hégémonie, c'est ce qu'il est en train d'exprimer. Donc je crois que c'est très politique, ce déplacement-là est plutôt très politique pour conquérir l'opinion et dire que voilà, on a davantage de contrôle sur le pays, on peut même se permettre de déplacer tout un parlement. Et comme le dit Jean-Luc tout à l'heure, c'est pas un parlement qui a le contrôle de la situation non plus, parce que ce parlement-là ne travaille pas pour la capitale, il travaille pour une partie du pays, c'est-à-dire l'Est, et attend maintenant peut-être de s'installer à la capitale, dans la capitale, si jamais le maréchal prenait le contrôle de la capitale. Donc c'est pour dire que nous avançons vers la capitale. On a quitté Tobrouk pour avancer vers Benghazi. Après Benghazi, ce sera Tripoli. Je crois que c'est la communication qu'on va faire sur la question. Et je crois que on verra dans les prochains jours, bien dans les prochaines semaines, si les projections qu'il est en train de faire, c'est des projections réalistes. Alors, en tout cas, pour l'instant, il y a des affrontements pour le contrôle de Tripoli, la capitale. Le maréchal Khalifa Haftar a dépêché son armée. De l'autre côté, le gouvernement de transition du Premier ministre Fayez al-Sarraj également résiste. Alors, on semble voir une certaine passivité ou du moins une hypocrisie de la communauté dite internationale qui condamne à demi-mot, mais semble laisser Haftar faire. Non, vous savez, cette communauté internationale, moi je dis, elle est hypocrite. C'est ceux qui ont foutu le bordel en Libye, c'est cette communauté internationale, avec la France en tête. Et aujourd'hui, comprenez que Haftar ne s'est pas lancé dans cette guerre-là seul, tout seul. C'est parce qu'il a des soutiens derrière lui. Et d'ailleurs, actuellement, il est en Égypte. Voilà, permettez, que ce soit en Afrique, il a des soutiens en Afrique et au-delà de l'Afrique, il a des soutiens. Et moi, je verrais peut-être les États-Unis derrière ce Haftar-là. Et donc, aujourd'hui, si ce monsieur se lance dans la conquête de Tripoli, c'est parce qu'il a des soutiens forts derrière lui. C'est pour ça qu'il veut contrôler Tripoli. Alors, maintenant,
Est-ce que la communauté internationale en empêchera? Je ne pense pas. Parce que ceux qui constituent cette communauté internationale, ce sont les mêmes qui sont derrière. Vous savez, de l'autre côté, le gouvernement de transition est soutenu par l'ONU. Et l'ONU qui essaie de condamner de façon timide ce que Haftar est en train de faire. Mais c'est parce que, quelque part, l'ONU aussi est tenue par les couilles par les États-Unis. Tout le monde a peur des Américains, tout le monde a peur des États-Unis. Donc, aujourd'hui, personne ne peut s'opposer à Haftar, s'opposer, comme je le dis au niveau de la communauté internationale, s'opposer à Haftar, lui dire non, arrêtez, nous allons te combattre. Et tout. Personne ne peut le faire parce qu'il a le soutien des Américains et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a ce courage-là de foncer jusqu'à Tripoli. Maintenant, s'il arrive à gagner Tripoli, moi je dis, il a déjà au moins la moitié du pays, parce qu'il a le sud aussi qui est avec lui. Mais il reste à savoir si le gouvernement de transition pourra tenir devant Haftar avec tout ce qu'il déploie comme armement. Je ne crois pas. Et c'est fort possible que le général Haftar gagne cette guerre de Tripoli. Il y a un double jeu dans ce que fait la communauté internationale, c'est-à-dire c'est elle qui avait installé ce gouvernement de transition, qui la soutenait depuis le début, mais aujourd'hui semble un peu timide dans les condamnations. Non, il faut dire qu'il faut qu'on relise un peu l'histoire pour comprendre cette position, que la position là, de la communauté internationale n'est pas tenable. Là, une Libye bicéphale n'est pas viable pour la Libye. Mais quelles sont les raisons que le maréchal avance pour aller à la conquête de Tripoli? C'est qu'il dit qu'il est à la chasse des djihadistes, des terroristes. Et là, mais il ne ment pas, en vérité. Il ne ment pas parce que dans cette région-là, ceux qui ont le contrôle de la région de Tripoli sont en fait des djihadistes, des gens qui étaient venus des Arabes, des pays arabes, de certains pays arabes pour s'installer. C'est des djihadistes. Il y a au moins 4 grosses milices là-bas qui sévissent et qui ne tolèrent que le gouvernement installé. Donc, si vous parlez, et ces djihadistes-là sont soutenus, par exemple, par c'est les frères musulmans, et la Turquie est derrière, et Qatar est derrière, etc. Et vous comprenez très bien que de l'autre côté, il y a l'Égypte, il y a même avec les djihadistes, il y a le Soudan, il y a le Soudan aussi. Et maintenant, avec le maréchal, il y a l'Égypte, etc. Et l'Égypte soutenue par les Américains et le commandant, le maréchal soutenu par les Français. Et la guerre là qui se joue entre l'Italie et la France se poursuit sur le sol libyen parce que les Italiens ont toujours accusé la France de soutenir le maréchal, ce que la France nie. Mais il est clair comme l'eau de roche que la France soutient ce maréchal là. Mais c'est que ce qui a été fait comme en 2014, et en 2014, on dit allez faire la paix et pour essayer de dégager un compromis. On sait que cette position-là n'est pas tenable parce que cette Libye-là, qui est bicéphale, ne sert aucun intérêt. On attendait, en tout cas, que l'homme fort, qui est le maréchal, se lève un jour, puisqu'il a dit à plusieurs reprises qu'il veut unifier la Libye. Et aujourd'hui, les Occidentaux, la communauté internationale, en tout cas, est pour une Libye unifiée parce que Libye, à la porte de l'Occident, attire généralement les djihadistes et personne ne veut que cette situation se poursuive. Donc lorsqu'on dit qu'ils le font de façon hypocrite, je crois que le jeu est plutôt clair. Il leur est seulement donné davantage de moyens au maréchal pour aller à la conquête de la Libye et se proclamer président en attendant qu'une élection soit organisée. Si réellement, comme le dit Chris Sega, la communauté internationale pour une solution d'une Libye unifiée sous Haftar, mais ça aurait été plus simple d'épargner déjà les 150 morts dont on parle, convaincre Fayez al-Sarraj de laisser Haftar s'installer. Ce ne sera pas possible parce qu'il y a les milices. C'est pour ça que je dis qu'il y a l'hypocrisie dans le jeu de la communauté internationale. Si vraiment c'était simple, comme dit Chris, comme tu le dis, simplement, la communauté internationale se mettrait derrière soit Haftar et demanderait à l'autre de céder pour que Haftar puisse unifier vraiment le pays. Mais aujourd'hui, on voit l'ONU qui soutient le gouvernement de transition,
Et derrière, l'Égypte avait, directement les États-Unis, parce que moi je ne parle plus de l'Égypte, parce que je vois directement les États-Unis qui soutiennent Haftar. Et là, on pense que même au niveau de la communauté internationale, peut-être qu'ils sont divisés sur la question. Et n'oubliez pas aussi, il y a les intérêts en jeu. Tout le monde a une visée sur ce pays-là, qui est quand même une mine, très riche en pétrole. Et donc, tout le monde veut contrôler ce pays. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a la France de l'autre côté avec d'autres pays européens. Mais en réalité, moi, je dis que la communauté internationale joue un jeu d'hypocrisie parce qu'on ne dit pas clairement ce qu'on veut pour ce pays. C'est vrai, Haftar dit qu'il veut unifier le pays. Et peut-être ça, c'est ce que veulent les Américains. Mais de l'autre côté, l'ONU condamne timidement ce que Haftar fait, mais n'arrive pas à condamner Haftar. C'est là où je dis qu'il y a hypocrisie. Dites clairement ce que vous voulez pour ce pays et que les choses avancent. Si aujourd'hui, la communauté internationale tape vraiment du doigt, sur la table, pour que cela s'arrête dans ce pays, cela va s'arrêter. On sait ce que c'est que la communauté internationale. Quand elle dit ça, on n'en veut plus, c'est clair qu'il n'y aura plus ça. Mais aujourd'hui, ils y vont à pas de timide et on ne comprend plus rien. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a hypocrisie dans leur jeu. Chris? Oui, non, je crois que la communauté internationale a toujours fonctionné de cette façon, parce que le compromis qui a été trouvé, qui a abouti à la formation de ce gouvernement-là, ce compromis-là a été encouragé et obtenu d'ailleurs par l'ONU. Et on s'est rendu compte que les deux hommes forts de la Libye n'arrivent pas toujours à faire la paix. Donc, il faut choisir un jour d'aller à la casse des œufs, parce que c'est par là que peut-être viendra une Libye unifiée. Mais pourquoi la communauté aujourd'hui ne peut pas soutenir le chef du gouvernement? C'est le Premier ministre, c'est bien cela? Ne peut pas le soutenir parce que, en fait, dans la région de Tripoli, comme je le disais tantôt, les forces qui tiennent le pouvoir là-bas, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est les milices. Et ces milices-là, il y en a au moins 4 grosses milices qui sont très bien armés, qui sont très bien installés et qui sont soutenus par les salafistes dont personne ne veut. La communauté internationale ne peut pas unir ces quatre milices-là qui ont des intérêts divergents. Or, à l'Est, on peut compter au moins si quelqu'un qui a la maîtrise de la situation, et celui-là, c'est le maréchal. Mais ce n'est pas pareil, par exemple, dans la capitale, où les forces qui sont en présence sont des forces qui ont des intérêts divergents et qui ne tolèrent que, je précise bien le mot, parce qu'ils n'acceptent pas le gouvernement, mais ils le tolèrent à partir du moment où eux, ils ont eux-mêmes mis la main sur certains, sur le pétrole, etc. Ils ne jouent pas le jeu du gouvernement. On va observer juste la pause, on revient et on continue de parler de la Libye.